Bon, allez, il est 12h32, on va commencer. Alors, est-ce que vous voyez tous la présentation que l'on vient de projeter? Normalement, c'est bon. Alors, donc l'objectif de ce webinaire, une grosse demi-heure, on va se laisser jusqu'à 45 minutes. On ne va pas non plus vous prendre trop de temps pour que vous ayez le temps de déjeuner. Donc l'objectif, c'est de vous présenter Tantième pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas, qui ne sont pas encore investisseurs. On a vu que parmi les inscrits, il y avait plusieurs personnes également qui avaient investi parmi nous. Donc l'objectif, voilà, vous présenter le Tantième, parler des futurs projets, puis des projets qu'on a commercialisés ces derniers temps, et puis prendre le temps qu'il faut pour répondre à toutes vos questions. Alors, avant de commencer, on va se présenter. Donc, je suis Thomas Penet, cofondateur avec Eric de Tantième, et précédemment, j'étais directeur commercial et marketing d'une société de promotion qui s'appelle Cogedim. Voilà. Et donc, moi, je suis Eric Prinet, je suis effectivement avec Thomas, on se connaît depuis plus de 20 ans, on a fait nos études ensemble, et moi, j'étais associé d'un cabinet de conseil, et je m'occupais de la practice immobilier, et donc notamment des promoteurs, des bailleurs sociaux et des foncières. Alors, est-ce qu'on peut agrandir un tout petit peu l'icône? Je ne sais pas si on peut l'agrandir. On va essayer de se coller. Voilà, comme ça on ouvrir un petit peu plus. Bon, l'objectif, voilà, je vous l'ai dit. Différentes manières d'investir dans l'immobilier tout d'abord. Vas-y, j'en parle. Alors, c'est toi le spécialiste. Il y a des niveaux. Alors, chacun connaît différents univers à l'investissement immobilier. Donc, la première façon d'investir dans l'immobilier, c'est ce qu'on appelle l'investir en direct. Vous achetez vous-même un studio à Nantes, une chambre en LMNP à Saint-Denis. Donc, vous allez chez le notaire, vous prenez un prêt immobilier, vous achetez vous-même et c'est vous qui gérez. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les SCPI, que beaucoup d'entre vous connaissent. On investit dans un fonds immobilier. Les SCPI constituent généralement un fonds avec une centaine d'actifs immobiliers et vous achetez des parts dans ce fonds immobilier. Donc, vous récupérez tous les trimestres ou tous les ans une part des loyers. Voilà. Nous, quelque part, on est entre l'immobilier en direct et la SCPI, c'est-à-dire que on reprend les codes de la SCPI, vous achetez des parts d'un bien immobilier, mais en revanche, vous n'êtes pas dans un fonds, vous décidez sur quel bien immobilier vous choisissez d'investir. Voilà. Ça vous permet d'être très direct, très lisible. Vous savez que vous voulez investir à Marseille ou à Bordeaux, mais pas à Paris. C'est vous qui choisissez. Nous, on propose des biens et vous choisissez, vous achetez des parts de ces biens-là. Voilà. Et tous les mois, vous allez avoir une part des loyers. Donc, nous, qu'on reverse systématiquement. Et quand on revend le bien, vous êtes intéressé à la plus-value potentielle du bien. Donc, ça, c'est un point qui est fondamental, notamment par rapport au SCPI, où ce sujet de la plus-value est toujours un peu compliqué. L'immobilier fractionné est très lisible. On achète un bien 100. Si demain on le revend 120, vous bénéficiez de la plus-value. En revanche, si l'immobilier a baissé dans quelques années et qu'on le revend 90, vous avez également ce risque. On a mis un petit peu de côté le crowdfunding immobilier. Il y a parfois un peu de confusion. Le crowdfunding immobilier, ça reste de l'immobilier, mais c'est finalement un peu différent. C'est que en crowdfunding immobilier, vous jouez le rôle de la banque pour généralement un promoteur ou un marchand de biens. Et à des moments des opérations sont souvent assez complexes et assez risquées. Un promoteur, il va acheter un terrain, il va construire, et après il va revendre. Ça dure entre 1 an et 2 ans. Pareil pour un marchand de biens, il va rénover. Et donc ça, c'est effectivement, ils trouvent pas de banque pour les financer, donc ils vont chercher un crowdfunder. C'est plus risqué parce qu'effectivement, il y a des phases de travaux qui sont assez complexes et assez risquées. Il y a des risques de recours administratif, etc. Donc il y a plus de risques et donc il y a plus de rendement sur le crowdfunding, mais on est moins dans une approche patrimoniale de l'immobilier. Tu veux Oui, alors bon, l'immobilier, c'est vaste. Il y a vraiment tellement de produits, tellement d'actifs que ça regroupe vraiment beaucoup de choses. Donc, on peut investir en immobilier résidentiel, comme le disait Eric, c'est ce qui est le plus connu, acheter un appartement pour le mettre en location. Moins connu, finalement, l'immobilier commercial. Vous achetez des murs de commerce qui sont loués à un restaurant, un supermarché, un coiffeur, etc. Vous pouvez investir en hôtellerie, vous pouvez investir dans des bureaux, dans de la logistique. Donc vraiment, puis plein d'autres classes d'actifs qu'on n'a pas mentionnées. Nous, chez Tantième, on se spécialise sur 3 classes d'actifs aujourd'hui. Le commercial, principalement.
qui offre des ratios de risque-rendement assez intéressants, un peu de résidentiel quand c'est bien placé et qu'il y a du potentiel, de l'hôtellerie, on y reviendra notamment sur l'hôtellerie de courte durée. Et pour l'instant, on a mis de côté notamment une classe d'actifs importante qui était le bureau. Vous l'avez peut-être vu notamment avec les SCPI, c'est des actifs qui sont aujourd'hui fortement décotés. On pense aujourd'hui que c'est toujours un peu risqué d'investir sur du bureau. Et on le voit avec ce qui est passé depuis la crise sanitaire, depuis maintenant quelques années. On a trop de bureaux, notamment en région parisienne, et donc c'est pour nous un petit peu dangereux d'aller sur ce type de bien. Oui, on l'avait identifié déjà depuis 1 an ou 2. C'est vrai qu'en janvier, on parlait des SCPI qui sont beaucoup investis en bureau. Beaucoup ont décoté au mois de janvier. Pour ceux qui suivent, l'autorité des marchés financiers a demandé à ce qu'on réévalue encore cet été les actifs de bureau. Donc, il est possible, peut-être probable, que certaines SCPI continuent de décoter cet été. Ouais. Alors, il y a des questions qui sont posées en direct, notamment une question de Loïc sur les modalités pour souscrire, parce que c'est vrai que les parts des biens sont parties assez rapidement. On y reviendra justement sur ce sujet-là, parce que vous avez été nombreux à ne pas pouvoir souscrire au dernier projet, et on va vous expliquer comment faire pour être certain d'accéder au prochain. Alors voilà, on a mis ce petit article qui nous paraissait intéressant. Alors l'objectif, c'est pas de dire que l'immobilier fractionné c'est mieux que la SCPI ou le crowdfunding, c'est un petit peu. Non, mais je veux dire, c'est des placements qui sont complémentaires, mais voilà, c'est un article qui est paru dans les Échos, le supplément Investir des Échos, c'était il y a 3 semaines, je crois. Et c'est intéressant parce que je trouvais que c'était assez objectif sur ce que peuvent faire les SCPI, les avantages des SCPI, et à contrario, les avantages de l'immobilier fractionné. Alors, je suis désolé, c'est un peu petit peut-être à l'écran, mais si on se liste les grandes catégories, le ticket à l'entrée, comme on a pu vous le dire, l'immobilier fractionné, c'est aujourd'hui des tickets d'entrée qui sont assez faibles. Vous pouvez investir, alors là, il y a certaines sociétés qui proposent des 10 €, chez nous, c'est des 100 €. Aujourd'hui, dans les SCPI, c'est un peu plus élevé. Aujourd'hui, vous avez effectivement plus de diversification quand vous investissez dans la DCPI, c'est-à-dire que vous achetez des parts d'un fonds, donc beaucoup de produits qui constituent ce fonds. Aujourd'hui, l'immobilier fractionné, c'est un marché qui est encore assez récent et donc finalement, il y a encore assez peu d'opérations. Et donc le principe même de l'immobilier fractionné, c'est que vous choisissez une opération et vous constituez vous-même votre propre fonds. Sur le type d'investissement, c'est la même chose, c'est le point précédent. La durée, tu veux en dire un mot peut-être de la durée des SCPI par rapport aux investissements qu'on propose? La durée, alors comme sur la SCPI en immobilier fractionné, on est dans une approche patrimoniale. L'immobilier, ça prend de la valeur dans le temps, donc c'est un peu le même mécanisme. Nous, on est dans une logique où on garde l'actif pendant 8 ans. Vous verrez les contrats. Le contrat, nous, au bout de 8 ans, on a l'obligation de rembourser l'ensemble des investisseurs à la valeur de marché. Les SCPI se projettent plus sur 20 ans. Et finalement deviennent presque un produit de rendement et moins de patrimoine. Et du coup, c'est vrai que la durée est assez... la durée de 8 ans est longue, mais elle est quand même beaucoup moins longue que ce qu'on peut avoir sur une SCPI pour sortir sans frais. Alors, il y a 3 points sur lesquels, finalement, aujourd'hui, l'immobilier fractionné est un peu plus avantageux. C'est notamment la question des frais, aussi bien les frais d'entrée, les droits d'entrée, que les frais de gestion. Là, vous le voyez sur le petit graphique, sur le petit tableau. Aujourd'hui, alors c'est des moyennes évidemment entre les différentes sociétés qui sont dans l'immobilier fractionné, mais en moyenne, les droits d'entrée et les frais de gestion sont aujourd'hui plus faibles, les SCPI ayant notamment plus de frais parce que c'est des plus grosses structures. Le taux de distribution, alors à nouveau, c'est des moyennes. Là, le chiffre qui est communiqué à l'écran, le 4,52, c'est la SPIM, donc c'est le taux moyen de distribution des SCPI l'an dernier, je crois. Chez nous, on est un petit peu plus élevé aujourd'hui, on est aux alentours de 6%. Dernier point, la liquidité. La liquidité, comme on le disait, c'est aujourd'hui, on y reviendra, on propose des placements sur 8 ans. On précisera ensuite ce qu'on propose comme solution pour ceux qui souhaiteraient sortir plus tôt, mais on reste quand même sur le principe que c'est de l'immobilier, c'est du temps long, c'est pas spéculatif. On investit sur quelques années pour que ça prenne de la valeur. Dernier point, la fiscalité, on y reviendra aussi. Aujourd'hui, la fiscalité des SCPI est assez difficile, pour ne pas dire confiscatoire.
Là, quand vous souscrivez en immobilier fractionné, vous achetez des obligations et donc c'est un titre financier qui est soumis à la flat tax, donc vous êtes prélevé à 30% si vous investissez à titre personnel. La SCPI est de l'ordre de 50%. Bon voilà, c'était pour le point. Donc Tantième précisément. Alors donc nous, vous l'avez bien compris, hein, c'est de l'immobilier fractionné. Le principe de Tantième, par rapport à d'autres plateformes que vous pourriez voir sur le marché, c'est qu'on sélectionne nous des biens professionnels. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous proposer d'acheter un petit appartement ou des biens qui sont accessibles sur le marché. On va choisir nous à chaque fois des biens dits off-market. Donc il y a un comité de sélection qui identifie des biens. On vous les propose sur le site tous les mois. Et donc, vous pouvez acheter des parts. Donc, chaque part a une valeur unitaire de 100 €. Ça se fait assez rapidement depuis votre PC, voire même votre téléphone portable. Et puis, donc, au prorata de votre investissement, on va vous reverser des loyers chaque mois dans votre portefeuille. Vous pouvez retirer les fonds si vous souhaitez ou les réinvestir pour acheter des parts. Et donc, à l'issue de la durée de détention, donc qui est en moyenne 8 ans chez nous, on va revendre le bien avec une plus-value qu'on espère. Et donc, cette plus-value sera redistribuée aux investisseurs. Donc, voilà, vous allez toucher un rendement net mensuel et une part de la plus-value à la rente. Ça, c'est un point important. Par exemple, là, on est le 2 juillet. On va reverser les loyers du mois de juillet, sans doute d'ici la fin de la semaine. Donc, nous, on collecte les loyers entre le 30, le 1er, le 2, et on reverse les loyers quelques jours après. Donc, les loyers du mois de juillet vont être reversés autour du 5-6 juillet, et ça, c'est tous les mois. Alors, ce qui est un point important, et on y reviendra, quand les loyers augmentent, ce qu'on reverse augmente, et quand par exemple, il y a une vacance locative, il peut y avoir un mois ou deux sur lequel il n'y a pas de versement de loyer. On reproduit finalement le mécanisme. J'ai investi dans un actif comme si j'étais moi-même propriétaire. Alors, question tout de suite un peu de fiscalité. Alors, il y a des cas particuliers, hein, si vous êtes travailleur transfrontalier, si vous avez sous condition de ressources, si vous êtes étranger, résident étranger, etc. Vous pouvez bénéficier d'une exonération de l'IR et ou de la CSG. Donc oui, c'est tout à fait possible de rentrer dans des cas particuliers. Vous pouvez aussi investir en société, auquel cas donc on ne prélèvera pas la flat tax. Et ce sera l'imposition de votre société qui prévaudra. Donc, il y a vraiment des cas particuliers, c'est tout à fait possible, Christopher. Je profite de cette question puisqu'il y a quelques semaines, on a fait tous normalement nos déclarations d'impôts. Tantième fait ce qu'on appelle le prélèvement à la source, organise vis-à-vis du centre des impôts la collecte et donc le reversement au centre des impôts. Donc, quand vous recevez votre déclaration d'impôt, vous avez effectivement une ligne Tantième et qui dit j'ai reçu tant de produits financiers venant de Tantième. Donc tout ce que vous allez toucher est déjà imposé, vous n'avez plus d'autres impôts à payer par-dessus. Et donc tout ça est fait automatiquement. Vous avez un IFU dans votre espace, vous pouvez contrôler les chiffres, mais vous n'avez rien à faire en termes de déclaration et de paiement supplémentaire derrière tout ça. Voilà, donc nous, notre job, c'est comme on vous le disait, donc on reçoit énormément de biens immobiliers qui nous sont proposés. Donc notre job, c'est avant tout de les analyser, d'en sélectionner à peu près 2%. Aujourd'hui, c'est le ratio qu'on a depuis 1 an. On les met en vente sur le site. Tous ensemble, donc on les achète. Une fois qu'il est acheté ce bien, on aura nous provisionné les fonds nécessaires pour faire un peu de rénovation si c'est nécessaire, mettre en place une gestion locative, par exemple si on achète un immeuble résidentiel. Et puis ensuite, au bout de 2 à 3 mois, on va pouvoir commencer à reverser les loyers et donc, in fine aussi, reverser la plus-value. Donc nous, notre métier, finalement, avant tout, c'est de faire ce qu'on appelle du sourcing, donc trouver des biens. Pour ce faire, évidemment, on n'est pas tout seul avec Eric. On a un board de 25 professionnels qui sont issus de grandes maisons de l'immobilier. Alors, on ne les a pas tous mis sur la... Oui, non, mais on verra à peu près le board. Mais donc, c'est de trouver des bons biens, ça c'est l'enjeu. C'est de bien les gérer. Hier soir, on était en AG jusqu'à 21h30. C'est les joies des AG. Mais de suivre ce qui se passe, de trouver le bon équilibre entre investir suffisamment dans des biens pour qu'ils soient bien rénovés, qu'ils soient bien entretenus et qu'ils aient une valeur à la sortie et pas surpayer l'entretien. Et sur le versement des loyers, je reviens, tu disais que ça prenait entre 2 et 3 mois. En fait, entre le moment où on collecte les fonds
et le moment où on va acquérir le bien chez le notaire, là-dessus, on a un petit peu moins la main. Parfois, on arrive à acheter en 1 mois, donc au bout d'1 mois, on reverse les premiers loyers. Parfois, les notaires sont un peu plus lents, un peu plus pointilleux, donc ça prend 3 mois. Et donc, pareil, là-dessus, on essaye de les pousser au plus vite, mais on reverse les loyers à partir du moment où on a acheté chez le notaire. Alors, deux petites questions de Jérémy et Augustin. Donc, les frais de travaux, évidemment, ils ont été provisionnés, donc ils sont comptabilisés dans la collecte. On ne va jamais vous demander, évidemment, de l'argent complémentaire pour financer des travaux. Nous, on a déjà pris en compte ces travaux, ces petites rénovations si besoin. Et donc, voilà, on ne vous demandera pas de remettre au pot si besoin. Question d'Augustin par rapport au crowdfunding. Oui, une des principales différences, c'est que quand vous faites du crowdfunding, vous prêtez de l'argent à un promoteur ou à un marchand de biens. La contrepartie de ce prêt d'argent, donc ce promoteur ou marchand de biens qui n'a pas pu se financer auprès de sa banque, la contrepartie, c'est que vous attendez, il y a une prime de risque plus élevée, donc vous attendez un rendement assez élevé qui va durer en moyenne entre 12 et 18 mois. Si le promoteur ensuite fait une marge de 40% sur son projet, la marge est exclusivement pour lui. Vous y avez juste prêté de l'argent pendant 18 mois. La contrepartie, le point sur l'immobilier fractionné, c'est que vous êtes bénéficiaire de revenus locatifs et d'une part de la plus-value. Donc, effectivement, c'est la vraie différence. Alors, Jérémy complète sur la partie travaux. Donc là, Thomas a décrit la cas de situation, on acquiert un bien, on sait qu'il va y avoir besoin de rénover une façade ou quoi que ce soit, on provisionne ces travaux. Après, dans la vie du bien immobilier, il peut se passer effectivement différents cas de figure. Il faut changer une porte, c'était pas identifié, ou il faut redonner un coup de pointure, c'était pas identifié. Donc là, effectivement, 2 cas de figure. Soit c'est des travaux qui sont à la charge du locataire, des charges déductibles. Donc, ce qui est d'ailleurs souvent le cas dans le cas des actifs commerciaux. C'est la plupart des travaux sont à la charge du locataire, donc ce qui est un des gros avantages. Dans le cas où c'est à la charge du propriétaire, donc de tantième, nous, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ces charges de travaux sont prises en compte, sont optimisées d'un point de vue, vous parliez de charges déductibles d'un point de vue fiscal. Et ce qui peut arriver, c'est de se dire, tiens, sur ce mois-ci, il y avait 10 000 euros de loyer, il y a eu 3 000 euros pour changer une porte. Ce mois-ci, on ne va redistribuer que 7 000 euros de travaux, donc il peut y avoir une petite baisse ponctuelle dans les loyers. Et puis, ce que ça reprenne son cours le mois d'après. Voilà. Alors, des questions. Alors, beaucoup de questions. On va essayer d'y revenir un petit peu après, notamment sur la sortie, sur l'imposition à la sortie. Et puis, il y a une question de Loïc en parallèle qui demande s'il est possible d'éviter la revente à 8 ans afin d'éviter une taxe sur la plus-value. Donc oui, effectivement, si le bien est revendu, le système français fait qu'on sera imposé évidemment sur la plus-value. Donc, il y aura cette flat tax. Le sujet de la revente à 8 ans, aujourd'hui, alors c'est une question un peu complexe parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. On y répond dans 10 minutes dans la suite de la présentation, si vous voulez. Bon voilà, donc l'équipe, on ne va pas vous détailler tout le monde. Simplement, donc Eric et moi, on a comme on l'a dit en introduction, un peu d'expérience en immobilier. Et puis le board, vous voyez des gens qui sont d'Altarea, de JLL, de Swiss Life, de Foncia. Donc vous avez la foncière des Mulliers qui s'appelle Nood, donc quelqu'un qui gère un parc immobilier, un actif. Donc ça se compte en milliards, je crois. En dizaines. Voilà. Donc on a des gens costauds à bord et on ne met jamais en vente un bien immobilier sans avoir l'assentiment du board pour proposer ce bien. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fera jamais d'erreur, mais en tout cas, on vise au maximum à limiter les risques. Voilà. Bon, les bénéfices, en quelques mots, tu veux les… Ouais, les bénéfices, on va redire un peu ce qu'on a dit là, mais le premier, c'est qu'effectivement, vous générez des revenus, comme une SCPI, et la responsabilité opérationnelle est chez nous. Alors, on cherche le juste milieu entre vous donner suffisamment d'informations pour que vous sachiez ce qui se passe, sans forcément vous alourdir de plein d'informations. Je disais hier, j'étais une AG, il y a la vie d'un immeuble, d'un actif immobilier, il y a plein de petits sujets. On va pas tout vous mettre sur la plateforme pour vous dire tiens, il faut changer les boîtes aux lettres, etc. parce que c'est pas l'objectif. En revanche, que vous sachiez qu'il y a un locataire en place, que certaines grosses, par exemple hier, il a décidé de vendre une loge qui vont peut-être augmenter ponctuellement les loyers. Donc vous n'avez pas de responsabilité opérationnelle. Le deuxième, et ça c'est fondamental, c'est le potentiel de plus-value.
Moi, je dis souvent les SCPI. Alors, on vient un peu de cet univers et j'en discutais avec un gérant de SCPI. Sur les 10 dernières années, les SCPI ont augmenté en moyenne le prix de leur part de 0,7%. Et je parle avant la crise. Ce qui est un peu dommage selon moi, parce qu'effectivement, on était un peu sur les 10 glorieuses de l'immobilier. 0,7% par an sur l'évolution des parts, à mon sens, ça ne reflète pas l'évolution qu'a eu l'immobilier. Donc, ce qui est fondamental pour nous, c'est que vous puissiez avoir une forme de transparence. Voilà, on achète un bien à 1 million, on le revend à 1,5 million, vous bénéficiez de la plus-value. Alors, il y a de la fiscalité, il y a tout ce qu'on peut effectivement imaginer, mais en tout cas, vous en bénéficiez. A contrario, si on le revend 900 000, tout le monde est collectivement impacté, mais en tout cas, vous avez ce côté très tangible et très concret. Voilà. L'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas d'emprunt bancaire. Vous n'avez pas à négocier avec votre banquier pour savoir si vous pouvez emprunter. Le niveau d'investissement est à partir de 100 euros. Alors, on nous demande souvent quel est le niveau d'investissement moyen par projet. Il est autour de 1 000 euros par projet, par personne. Alors, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui investissent sur plusieurs projets. On a des écarts types assez importants. On a des gens qui investissent 20 30 000 euros sur certains de nos projets, voire un peu plus. D'autres qui mettent quelques centaines d'euros. Et ça, c'est un point qui est important pour nous. C'est que ce qui est fondamental, c'est qu'on donne accès à des actifs de qualité. Quand il y a des gens qui connaissent bien l'immobilier, qui mettent 30 40 000 euros, on trouve ça super parce que ça veut dire qu'ils trouvent qu'on a fait des bons choix, qu'on a trouvé des bons produits. Et on trouve ça aussi super quand il y a des gens qui ont un peu moins de moyens, mais qui investissent quelques centaines d'euros. L'univers est différent, le monde est différent, mais tout le monde a les mêmes conditions et aura les mêmes conditions de rendement. Voilà. Le point, je ne reviens pas sur la diversification que Thomas a exprimé tout à l'heure. C'est à vous de choisir. Vous décidez, tiens, moi je prends souvent cet exemple. Si demain vous dites, tiens, j'ai 100 000 euros à investir et je vais aller voir mon banquier et que votre banquier vous dit, tiens, Thomas, tu as 100 000 euros, on va mettre 100 000 euros sur Netflix. Normalement, ce que vous faites, vous changez de banquier, vous vous levez, vous dites merci, au revoir et vous changez de banquier. En immobilier, on fait ça, c'est-à-dire j'ai 100 000 euros, on va tout mettre sur Saint-Denis et puis on va croiser les doigts pour que Saint-Denis soit un bon choix. La réalité, c'est que personne ne sait vraiment si Saint-Denis ou la banlieue de Nantes ou à Strasbourg sera le meilleur investissement dans 10 ans. Ce que vous ne feriez pas en action ou sur des titres financiers, vous le faites en immobilier parce que vous n'avez pas le choix. Là, vous pouvez le faire. Vous pouvez dire, tiens, je fais un peu de Marseille, un peu de Montpellier, un peu de Bordeaux. C'est vous qui décidez. Voilà. Et puis, le dernier point qui est la fiscalité, alors même si la flat tax est un impôt, elle reste plus avantageuse que des fiscalités classiques en immobilier et les produits tantièmes ne rentrent pas dans l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilier. Voilà. Le son et l'image qui sont un petit peu instables, semble-t-il. Je ne sais pas si vous êtes le seul, Loïc, ou si vous avez d'autres... Si vous avez d'autres à avoir des problèmes, s'assurer qu'on n'a rien d'ouvert. Bon. Voilà, les garanties, quelles sont-elles? Donc, vous souscrivez à un titre obligataire, on l'a mentionné tout à l'heure. Donc, ces obligations, elles sont nominatives, elles sont numérotées, elles sont inscrites chez un notaire. On exerce dans un cadre réglementaire qui s'appelle l'offre publique de titres financiers. Donc, ce qui veut dire concrètement qu'à chaque fois qu'on propose un projet sur Tantième, on a d'abord envoyé un dossier d'information synthétique à l'autorité des marchés financiers. Et donc, le dossier est visé par l'AMF. Le deuxième point qui est important, c'est que les flux financiers passent par un organisme de paiement français qui s'appelle Lemonway. Et donc, les fonds sont séquestrés chez Lemonway jusqu'à l'acquisition. Et on ne peut pas les utiliser, évidemment, pour autre chose que pour l'acquisition du bien auquel vous avez souscrit. Et le troisième point, qui est finalement un petit peu lié à cela, c'est l'hypothèque de premier rang. Alors, pour ceux qui sont moins familiers avec les hypothèques, c'est un principe assez simple, c'est-à-dire qu'on souscrit également chez le notaire à une hypothèque de premier rang et qui va vous assurer que le fruit de la revente du bien servira en priorité à payer les investisseurs. Donc, on ne peut pas utiliser l'argent lors de la revente d'un projet pour financer un autre projet ou rembourser nos dettes ou permettre à Eric de partir aux Maldives. Voilà, c'est siloté et inscrit chez le notaire. Et donc, si Tantième demain a des difficultés, vous restez détenteur d'une obligation qui vous donne le droit au revenu locatif et donc également à la plus-value à la rente. C'est vraiment important. Je fais le lien avec le crowdfunding dont on parlait tout à l'heure. Le marchand de biens, le promoteur fait défaut, fait faillite, vous perdez l'ensemble de vos fonds.
Si demain, et j'espère que ça n'arrivera pas, et c'est pas la tendance que ça prend, mais si Tantième fait faillite demain, le notaire a pour mission de revendre les biens immobiliers et de rembourser les investisseurs qui sont inscrits sur l'hypothèque. Voilà. Donc peut-être que ça sera dans des moins bonnes conditions que ce qu'on a espéré, mais votre investissement de 1 000 euros ne tombera pas à zéro, peut-être qu'il tombera à 900 ou même s'il y a une plus-value, vous pouvez paradoxalement avoir Tantième qui fait faillite et tous nos biens immobiliers qui ont fait une plus-value, donc ce qui serait assez paradoxal, mais qui pourrait arriver. Voilà. C'est ce qui nous permet de faire de répondre à la question de Loïc tout à l'heure sur la durée de détention. Donc on l'a dit, c'est une durée de détention cible de 8 ans. Cette obligation, elle court sur 8 ans, donc on a nous l'obligation de vous rembourser votre obligation majorée de la plus-value à l'issue de ces 8 ans. Là, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter. Tu veux les indiquer ? À l'issue de 8 ans, on indique aux investisseurs quelle est la valeur du bien. Alors, on a des investisseurs assez aguerris qui nous disent c'est un peu dommage parce que vous avez des très beaux actifs. Potentiellement, au bout de 8 ans, ils vous rapportent un rendement de 7,5%. Parce qu'effectivement, les loyers sont indexés sur l'inflation, etc. Donc, certains nous disent, en fait, il vaut mieux les garder plus que 8 ans parce que c'est un super produit patrimonial avec un super rendement. Potentiellement, ils ont raison. Pour autant, Thomas le disait, vis-à-vis de l'AMF, nous, on est obligé de vous permettre de sortir à la valeur de marché au bout de 8 ans. C'est notre engagement. Donc, 2 cas de figure. Soit on dit, qui veut garder l'actif si 80% des gens disent on veut garder l'actif et rester pour bénéficier de ce rendement et que 20% des gens veulent sortir, nous, on s'assure qu'on peut rembourser les 20% des gens qui veulent sortir et on rachète le complément et on garde l'actif en portefeuille pour ceux qui souhaitent rester. Si on n'est pas capable de rembourser les 20%, voire même 10%, à ce moment-là, c'est entre guillemets les sortants qui l'emportent. On revend le bien immobilier, on rembourse tout le monde et puis et voilà. Après, il y a le cas de la sortie anticipée. Je ne sais pas si tu voulais l'évoquer maintenant. Non, vas-y. La vie fait que parfois, on a besoin de récupérer ses fonds avant l'issue des 8 ans. L'approche qu'on retient, c'est qu'au bout de la 2e année de détention du bien, donc on a acheté un bien en 2024, au bout de 2026, on vous permet de sortir, de récupérer vos fonds avec du coup cette fois une décote, alors qu'on est en train de caler, qui sera de l'ordre entre 3 et 5%, autour de 3% sans doute, et qui sera ensuite dégressive jusqu'à l'échéance des 8 ans. L'idée là-dedans étant de pouvoir se dire il faut amortir les frais de notaire. On ne veut pas rentrer dans une logique spéculative. Thomas disait qu'on a des projets qui sont partis assez rapidement parce que c'était des super projets et donc les gens ont souscrit tiré 8. Ce qu'on veut pas, c'est que 6 mois après, on retrouve des gens qui disent tiens, j'ai une super obligation à Lyon, Place Bellecour, qui rapporte du 7% et je la revends sur un second marché à 1,5 fois la valeur que je l'ai acheté. Ça, on n'a pas envie de ça avec Thomas. Donc, on ne veut pas ce côté spéculatif. C'est de l'immobilier, c'est du patrimoine, c'est du temps long. Pour autant, effectivement, la vie fait que parfois, on avait investi quelques milliers d'euros, on a besoin de les récupérer pour d'autres choses. Donc, on pourra sortir avec cet effet de décote. Je le répète pour Loïc, entre 3 et 5%, et donc progressivement dégressive au fur et à mesure de l'avancement de la maturité de l'obligation. 3 et 5% à partir de la 2e année. Bon, on ne va pas vous détailler les avis, ils sont plutôt positifs. Allez sur Internet voir tout cela. On va parler d'immobilier, sujet qui nous intéresse au plus haut point. Donc on va, alors pour les investisseurs qui sont déjà présents parmi nous, l'objectif est aussi de présenter aux nouveaux ce qu'on a pu commercialiser depuis 1 an. Donc voilà, on va pas tout vous détailler évidemment, mais c'est simplement la philosophie dans laquelle on est aujourd'hui, ce qu'on appelle la thèse d'investissement. Donc vous voyez, on a proposé des biens à Bayonne. C'était par exemple une boutique occupée par une maison de linge basque qui s'appelle Janvier en hypercentre, un produit d'un peu plus d'1 million d'euros. On a proposé un appart-hôtel à côté de la gare d'Île-Flandre, hypercentre de Lille. On a proposé un immeuble résidentiel composé de 5 lots, également dans l'île, à côté de la cité administrative qui est sortie de terre. Ouais. Donc c'est un quartier qui va prendre de la valeur. On a proposé une belle boulangerie qui est dans le 17e. Eric parlait du Nager, c'était celle-ci hier. Donc boulangerie dans le 17e à Paris. Un beau restaurant qui s'appelle Les Enfants Rouges dans le quartier des Cussons, pour ceux qui connaissent. C'est donc l'hypercentre historique de Montpellier.
On a été acheter un monop tous ensemble dans le centre-ville de Bordeaux, enfin, du moins à côté de la barrière judaïque. On a été proposer un gros projet à Lyon qui était Place Bellecour, avec 2 appart-hôtels qui bénéficient donc d'une destination commerciale et donc qui sont loués à l'année. Donc c'est vraiment de la résidence hôtelière. C'est pas du Airbnb que vous pourriez faire ou que nous pourrions faire en tant que particulier. C'est vraiment un produit commercial. Et puis récemment, le dernier projet, c'était un caviste bar à vin assez réputé qui cartonne actuellement avec le festival à Avignon. Donc à 2 pas du Palais des Papes et des Halles. Voilà. C'est typiquement le genre de projet qu'on aime, qu'on a proposé. Vous avez été plus de 2500 investisseurs voilà, sur ces projets. Donc, ce qu'on trouve comme point commun, vous voyez, c'est toujours l'emplacement. Alors, voilà, c'est un peu bateau de dire ça, mais ça reste de l'immobilier. Nous, on privilégie toujours des emplacements en centre-ville ou, dans le cas de Lille, des zones dont on pense qu'elles vont vraiment se développer. Des actifs qui sont entre 200 000 et 1,5 million. Pourquoi cette typologie d'actifs? Parce que on n'est pas forcément en concurrence donc avec des particuliers et on n'est pas non plus en concurrence avec des grosses foncières qui vont elles acheter finalement des actifs plus chers. Donc la concurrence est plus faible et ça nous permet de mieux négocier les prix. Sur ce type d'actifs, les grosses foncières, les institutionnels dont parlait Thomas, sont plutôt sur des actifs au-dessus de 5 millions d'euros. Autour de entre 800 000 et 3 millions d'euros, on a plutôt des family office, ce qu'on appelle des family office, donc des grandes familles qui ont pas mal d'immobilier, donc qui se positionnent là-dessus. Donc effectivement, c'est un bon créneau. Il y a de la concurrence, on le voit sur nos offres, il y a du monde qui se positionne, mais elle est quand même un peu moins agressive que sur d'autres institutionnels. Donc le rendement, alors à chaque fois on met 2 indicateurs, vous le voyez sur les projets, donc c'est le rendement moyen net. C'est ce qui va vous être reversé immédiatement, donc 2 à 3 mois après l'acquisition. Donc vous le voyez, on était entre du 5,5 et du 7,5 net aujourd'hui sur nos projets. Et puis après, on présente toujours une rentabilité cible. Donc l'évolution des loyers, notamment en commercial, qui est indexé sur l'inflation. Et donc en fait, on a un produit qui va mécaniquement avoir un rendement plus élevé. Et puis avoir potentiellement également un prix de revente plus intéressant. Donc notre rentabilité cible moyenne, finalement un TRI, entre 8 et 9% aujourd'hui. Alors on ne le voit pas parce qu'il y a notre vidéo qui cache, mais tous les loyers sur les projets qu'on a achetés ont été intégralement reversés depuis le premier jour, depuis Bayonne. Voilà. Et là, ce qui va être intéressant dans les prochains mois, c'est que on va avoir cet effet le chiffre qu'on affiche, c'est le chiffre du rendement de l'année 1. Alors, l'inflation fait que les loyers augmentent mécaniquement dans les actifs commerciaux tous les ans. Donc, à partir de cet été, septembre, octobre, on va avoir les premiers effets d'augmentation de loyer. Donc, des rendements parfois de 6,2 vont passer à 6,4, de 5,6 vont passer à 5,8. Donc, voilà. Et ça, c'est le gros intérêt de garder suffisamment longtemps les actifs. Bon, alors on va vous parler des projets à venir. Alors bon, vous le voyez, le dernier projet c'était Avignon, il a été proposé il y a 3 semaines. Depuis 3 semaines, il n'y en a pas eu d'autres mis en ligne. Alors on est dans une période qui est particulière, on ne va pas vous l'apprendre, politiquement parlant, il y a beaucoup d'incertitudes. L'incertitude, c'est quelque chose qui bloque un peu le business. On a beaucoup de vendeurs qui restent aussi campés sur des positions, qui attendent de savoir ce qui va se passer demain en France. Donc, vous couplez ça quand même à un marché de l'immobilier qui est pas évident depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant. Et donc, voilà, on a énormément de biens aujourd'hui qui sont en égo, qui nous sont proposés. On va les proposer, je pense, à la rentrée, pour le moment, parce que là, le mois de juillet, on sent bien que ça va être un peu plus calme. Et on va vous en présenter 4 sur lesquels on est aujourd'hui positionné. Alors, juste peut-être conclure, nous, on propose des biens. Alors, effectivement, on a fait beaucoup d'offres, un peu frustrant ce mois de juin. On a fait beaucoup d'offres de ce qu'on considère être le bon prix sur ces actifs. Thomas disait que parfois, les propriétaires actuels avaient du mal à bouger. Pour autant, nous, notre approche, c'est de se dire, même, on préférait proposer des biens toutes les semaines, mais on met des biens que si on a des bons biens à proposer. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'obliger à mettre un bien dans lequel on ne croit pas. On préfère, parce qu'on sera content, on aura vendu un bien au mois de juin ou deux biens au mois de juin.
Mais tout ça, ça crée potentiellement de l'insatisfaction dans 2, 3, 4 ans. Et nous, on va être sûr d'acheter au bon prix. Donc, effectivement, au mois de juin, on a dû faire une quinzaine d'offres. Certaines sont encore en négociation. Mais voilà, on est aussi assez dur dans nos négos et de prix parce qu'on sait que demain, c'est ce qui fera aussi la performance des investissements. Donc ça, c'est typiquement des biens qu'on pourrait être amené à proposer. Ce qui nous intéresserait, ce serait pour une fois, on l'a jamais fait, on va le tenter. Vous demandez, vous, quel est votre intérêt, ce que vous mettriez en priorité. Donc voilà, donc on a 4 types de biens qui sont finalement assez différents. Et donc on a voulu les classer entre 1 et 3 selon 3 critères. Donc le potentiel patrimonial, donc la prise de valeur à long terme, le rendement actuel que vous allez toucher tous les mois, et puis le niveau de sécurité qu'on identifie avec le locataire en place, la qualité du bail, et puis s'il y a un problème, finalement la capacité à relouer assez rapidement. Alors forcément, on aime bien quand il y a des 3 partout. Voilà, la vérité, c'est que chaque actif est un peu différent, a ses qualités, parfois ses petits défauts. Mais je commence peut-être. Allez, vas-y, on se le fait 1 sur 2. Ouais, allez, 1 sur 2. Donc le premier, c'est un centre médical dans le centre d'Angers, qui est assez bien placé, qui a un bon niveau de rendement assez cohérent. Surtout, ce qui est intéressant, alors le dentaire, il y a un bail, il y a encore 5 ans ferme, c'est-à-dire que les locataires ont pendant 5 ans l'obligation de rester. Et puis, c'est effectivement une activité dentaire. On sait effectivement tous qu'en ce moment, c'est des activités qui sont assez prisées, assez demandées. Donc, en termes de business, le business tourne vraiment très, très bien. Voilà. Donc ça c'est finalement un peu dans la ligne droite de ce qu'on a proposé jusqu'à présent et c'est typiquement le genre de produit qu'on aime bien, un bon ratio rendement-risque et puis qualité de l'emplacement dans un centre-ville vivant. Deuxième type de bien, c'est une boutique de prêt-à-porter plutôt haut de gamme. Alors là, on vous en a présenté une qui est à Toulouse. On en a d'autres à Nice, à Cannes. Donc, on est sur des projets d'1 million d'euros. Les rendements, en fait, sur ce type de ville sont plus faibles que ce qu'on peut avoir jusqu'à présent. À contrario, vous avez un emplacement en centre-ville de Toulouse ou de Nice avec un potentiel de revente qui est potentiellement, qui est plus important. Donc, sur ce type de bien, finalement, on va bouger les curseurs. Un rendement immédiat qui est plus limité, mais en revanche, c'est un emplacement hyper prime et donc dans une logique plus long terme. Si je fais un parallèle avec Bernard Arnault, qui en ce moment achète beaucoup d'immobilier dans des endroits hyper prime dans Paris, c'est des actifs qui doivent sortir du 2-3% de rendement, mais il va sans doute chercher un rendement patrimonial plus fort sur le long terme. Alors, troisième petite classe d'actifs sur lequel on n'est pas allé jusqu'à présent, mais qui nous titille un petit peu, parce qu'on nous en propose pas mal. Alors, jusqu'à présent, voilà, on était exclusivement dans les centres-villes de grandes villes françaises. Là, on nous propose par exemple un magasin Action, qui est situé dans une zone commerciale en Île-de-France. Alors, c'est une vraie zone commerciale avec énormément de dynamisme. C'est pas, donc on propose un Action, ça peut être un Grand Frais, ça peut être d'autres enseignes assez prisées des Français. Donc là, on a finalement un rendement qui sera assez identique à celui qu'on pourrait avoir avec un centre médical dans le centre-ville d'Angers. On identifie aussi finalement une certaine sécurité parce que on a des grosses enseignes qui tournent bien. La seule différence finalement, c'est qu'au lieu d'être dans un centre-ville, vous êtes sur une zone commerciale et donc finalement des projets un peu plus gros. Vous voyez, on est plutôt à 2 millions et demi d'euros. Qui sont aujourd'hui plutôt prisés des foncières ou des SCPI. Voilà, et le dernier qui ressemble un peu à ce qu'on a pu faire notamment à Lille ou à Lyon, là, près de la place Bellecour, des actifs hôtellerie. Alors, ça peut ressembler à du résidentiel. Ce qui est hyper important quand on investit dans ce type d'actifs chez Tantième, on ne prend que des locaux qui ont une destination commerciale. Si demain la réglementation change, notamment sur les locations courte durée, ces actifs, ils sont entre guillemets immunisés contre ce type de réglementation parce qu'ils ont cette destination d'hôtellerie, même si ce ne sont pas des hôtels en apparence. Voilà, effectivement, ils ont un rendement, un niveau de rendement qui est plus intéressant. À Lyon, place Bellecour, on était à plus de 7%. Voilà, après, ils
liées à l'activité touristique d'une ville dans l'emplacement. Donc, voilà, c'est deux types d'investissements, mais chacun a ses avantages et inconvénients. Je vois qu'il y a tout le monde a un peu une appétence au risque, une appétence aussi au positionnement, au rendement versus court terme, à long terme, qui est un peu différente. Voilà, avec Thomas, c'est 4 actifs. Pour vous donner des éléments de contexte, on est en position de négociation sur ces 4 actifs. L'enjeu, moi je dis souvent, c'est pas une question de tous les actifs sont intéressants s'ils sont achetés au bon prix. Voilà. Le bon prix, le positionnement, rendement, risque. Et donc, voilà, cette notion de prix en ce moment est ultra complexe parce que contexte qu'on connaît tous. Mais voilà, on continue. Donc demain, après-demain, on sera à Angers. On était à Bordeaux la semaine dernière. On va sans doute aller à Toulouse bientôt, donc la semaine prochaine. Donc tout ça et une de nos collaboratrices est en ce moment en train de visiter de l'action. Voilà. Donc voilà, donc on est bon voilà, je vois qu'il y a une petite préférence qui semble se dessiner sur des centres-villes. Alors méfiance des centres dentaires, oui, il faut faire attention, évidemment, faites très très attention aux beaux. Logique de diversification maximale. Donc c'est vraisemblablement ce qu'on ira faire demain de plus en plus, vous proposer différents actifs, que ce soit de la zone commerciale ou de l'hôtellerie ou d'autres. Question aussi qui nous est proposée, qui nous est posée de Lala, est-ce qu'on va à l'étranger? On aimerait bien aller à l'étranger. Après, c'est toujours pareil, c'est que on le fera uniquement si on a des personnes sur place de confiance qui sont capables de gérer le bien et nous assurer que voilà, on achète correctement au bon prix et surtout qu'on sait le gérer correctement. Voilà, c'est vraiment la priorité. On ne va pas acheter à l'étranger à Porto ou à Bruxelles, qui sont pourtant des bons marchés, mais si on n'a pas la certitude de le gérer là-bas comme il faut. Alors, il y a une question sur l'assurance. Donc nous, le jour où on achète un bien chez le notaire, le jour même, il y a une assurance. Alors on est assuré chez AXA. On a plutôt des bonnes relations avec AXA et on continue la relation avec AXA. Donc le bien est assuré, donc ce qu'on appelle un PNO, un propriétaire non occupant, qui assure les gros travaux de structure et voilà, et donc qui est complémentaire de l'assurance du locataire qui assure tout les risques liés à l'exploitation du bien immobilier. Je crois qu'il y avait d'autres questions. Alors il y a un peu de Q&A. Alors le marché des entrepôts est intéressant, oui, c'est intéressant, mais on est sur des gros bébés là tout de suite quand on commence à partir sur de la logistique, de l'entrepôt. Mais oui, effectivement, ça pourrait être très très intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, les rendements proposés, inflation déduite. Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question. Les rendements qu'on affiche sont nets de frais, c'est-à-dire c'est ce que vous allez toucher en prenant en compte les frais tantièmes. Et en revanche, ils sont bruts de fiscalité, puisque tout le monde a une fiscalité différente. Donc, par rapport à l'inflation, là, quand l'inflation augmente, par exemple, Paris-Guersan, on était hier, l'inflation va faire que le loyer va augmenter cet été. Donc, l'inflation sera répercutée sur les loyers. Donc, Guersan, le Paris 17e, était à 5,4% de rendement. Il va passer sans doute cet été à 5,6 ou 5,7. Donc, l'inflation est bien prise en compte. Et puis, sur les hypothèses pluriannuelles nous, on prend des hypothèses d'inflation. Vous verrez dans chaque document, on prend une inflation de mémoire en ce moment à 2,5% moyenne sur 8 ans. Mais on met un tableau en disant s'il y a plus d'inflation ou s'il y a moins d'inflation, quel va être l'impact sur le rendement. Donc, c'est ce qu'on appelle une analyse de sensibilité que vous retrouvez dans les documents de chaque projet. Voilà. Dernière question à laquelle il est 13h16, on va vous laisser aller déjeuner. Des questions de Paul, est-ce qu'un de montant théoriquement, nous, on n'est pas limité en termes de montant sur les projets qu'on peut proposer. L'objectif tout de même, c'est d'être en capacité de mener à terme les collectes. Donc, on y va progressivement. Deuxième point, est-ce que les investisseurs sont limités en termes de montant sur le site? On essaye de limiter à 10% le montant de participation unitaire pour avoir laisser de la place à tout le monde. Et aussi parce que on est obligé, au-delà d'un certain montant, de vérifier les origines des fonds de manière plus approfondie. Donc, il faut qu'on fasse, il y a ce point de vigilance, mais il n'y a pas de limite théorique, de limite de montant. Voilà. Aujourd'hui, la limite théorique est dans les contrats, vous verrez 50 000 euros. Ouais.
avec possibilité. Ça nous est arrivé de faire d'aller un peu au-delà ponctuellement. Mais effectivement, c'est 50 000 euros déjà une belle somme sur un projet comme ça. Et alors, dernière question de Mohamed, donc sur la fiscalité, lors de la revente, l'imposition, donc on est bien à la flat tax sur la revente. Voilà, je pense qu'on a à peu près répondu. Merci à tous à nouveau pour toutes vos questions. Alors, il y avait Christopher qui disait quand est-ce qu'on pourra oui, pardon. Projets. Alors, toutes les personnes qui sont inscrites, évidemment, sur ce webinaire, on a vos coordonnées, donc on vous informera en avant-première de l'ouverture du projet et on vous proposera de faire une réservation en amont, ce qui vous évitera d'avoir à vous connecter à l'ordi et d'essayer de souscrire dans la journée. Donc, ne vous inquiétez pas, on a vos coordonnées. Merci à nouveau à tous de vous être inscrits et on fera ce système de réservation pour toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Super. Merci en tout cas à tous. Très belle journée, très bel été qui démarre. Bon JO, bon Euro, bon Tour de France. Il y a beaucoup de sport. Bonne actu sportive, c'est bien. Bonnes élections dimanche. Voilà. Et merci. Et on vous remercie et on va vous souhaiter à tous une excellente journée et un bel été. Au revoir. Au revoir.